À 4 heures du matin, le 16 août 2025, 57 camions d'armes alignés dans l'obscurité ont figé le Burkina Faso. Quelques heures plus tard, les images de ce convoi saisi près de la frontière tournaient en boucle, révélant une puissance de feu capable de plonger tout un pays dans la nuit. Pour des millions de Burkinabés, une question brutale surgissait. Qu'est-ce que c'est que cette découverte dit vraiment d'Ibrahim Traoré, de la sécurité nationale et de ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre? Dans ce récit, ce convoi nocturne devient bien plus qu'une opération de police. Il marque la frontière entre l'effondrement annoncé et une souveraineté qui décide soudain de se défendre. Ce qui s'est joué autour de ces 57 camions d'armes dépasse largement un simple fait divers sécuritaire. En suivant pas à pas la saisie, l'enquête, puis la riposte politique, ce récit montre comment un État fragilisé a tenté de transformer une menace existentielle en levier de reconstruction. Pour le public qui suit l'actualité de la région à travers, comme on peut le lire, dans les actualités du Burkina Faso, les enjeux sont clairs. Soit cette affaire révèle une manipulation spectaculaire, soit elle met à nu un projet de guerre par procuration, pensé pour effacer un gouvernement jugé trop indépendant. À travers les chiffres, les itinéraires, les noms codés et les réseaux financiers dévoilés, il devient possible de comprendre pourquoi ce dossier est devenu un test de souveraineté pour Ibrahim Traoré et un cas d'école pour tous ceux qui observent la bataille d'influence au Sahel. Dès le deuxième jour de l'enquête, un détail a tout fait basculer. Près de 25 000 fusils, AK-47, saisis porte-aînés, des numéros de série renvoyant à des stocks dispersés de la Libye au Yémen. Ce chiffre, qui semblait d'abord purement technique, a transformé une opération nationale en puzzle géopolitique à plusieurs continents. Dans les rapports transmis à la présidence, on lit la même inquiétude. Chaque camion a suivi un itinéraire différent, mais tous convergent vers le même point de passage, à proximité du Togo, selon un calendrier parfaitement millimétré. Ibrahim Traoré, placé au cœur de cette toile, n'est plus seulement un chef d'État sous pression. Il devient un acteur obligé d'un jeu où se mêlent trafiquants, sociétés écrans et intérêts étrangers. Autour des 57 camions, l'enquête dévoile des faux documents douaniers, des entreprises immatriculées à Lomé et à Accra, des comptes bancaires liés à des entités basées dans le Golfe. Chaque maillon rappelle que le Burkina Faso n'est pas une exception mais un nœud dans une chaîne qui dépasse largement ses frontières. C'est dans ce contexte que la saisie du convoi nocturne se charge d'une dimension symbolique. Pour la première fois depuis longtemps, le pays n'apparaît plus uniquement comme victime de la violence, mais comme celui qui intercepte et raconte, avec ses propres mots, la mécanique d'une déstabilisation programmée. Au milieu des chiffres et des cartes, un visage émerge d'abord, celui du capitaine Moussa Kaboré, l'officier qui a donné l'ordre d'arrêter le convoi dans la nuit. Son récit décrit des camions silencieux, des conducteurs hésitants, une tension extrême au moment de décider s'il fallait intervenir sans certitude complète. Ce geste, présenté comme un simple choix tactique, devient en réalité le maillon décisif entre la vigilance du terrain et la réaction d'Ibrahim Traoré, informé presque instantanément. En une phrase concise, aucun tir, aucune perte, capturer tout. Le président fixe le cadre, neutraliser la menace sans plonger le pays dans le chaos. Très vite, les conséquences humaines remplacent les abstractions. Les soldats qui entourent les camions découvrent des cargaisons standardisées, des caisses marquées, des fusils identiques par milliers. Dans les villes, les images diffusées par les médias publics déclenchent un mélange de sidération et de fierté, comme si le pays avait aperçu pour une fois la tempête avant qu'elle n'éclate. La question centrale se précise alors. Comment transformer cette alerte en prise de conscience durable, plutôt que de rester prisonnier d'une frayeur passagère?
Le fil des événements commence par une nuit presque banale sur une route frontalière, où le convoi progresse sans bruit vers l'intérieur du pays. L'alerte s'est déclenchée quand les patrouilles remarquent des incohérences dans les documents et le comportement des chauffeurs. L'ordre d'interception tombe, les 57 camions sont immobilisés et la découverte des armes déclenche la première onde de choc. Quelques heures plus tard, la présidence confirme publiquement la saisie, reconnaissant qu'il ne s'agit pas d'un incident isolé, mais d'une opération d'une ampleur sans précédent. Le point culminant survient lors des premières révélations chiffrées. Les rapports mentionnent des cargaisons estimées à 700 millions de dollars, des stocks capables d'équiper près de 40 000 combattants, des grenades et des missiles anti-aériens suffisants pour transformer le territoire en champ de bataille. Dans les couloirs du pouvoir, certains parlent de « guerre hybride », d'autres de « coup d'État masqué ». Ibrahim Traoré, lui, choisit des mots sobres, mais tranchants. L'État doit prouver qu'il contrôle encore son territoire et sa narration. La tension atteint un sommet lorsque l'arrestation de François Bongo, homme d'affaires aux connexions multiples, confirme l'existence d'un plan structuré visant à renverser le régime. Puis vient la phase de résonance, la du champ politique et social. Des manifestations de soutien s'organisent à Ouagadougou, des pancartes proclamant « Nous sommes debout ». Oh, les chancelleries, c'est occidental, exigeant la libération de détenus qualifiés d'innocents, dénonçant un procès politique. Les voisins du Sahel expriment, eux, leur appui au Burkina Faso. Dans ce frottement entre pression extérieure et mobilisation intérieure, le nom d'Ibrahim Traoré revient sans cesse, désormais associé à une ligne rouge. Pas de compromis avec ceux qui financent la déstabilisation. Le pays découvre que l'épisode des 57 camions n'est pas une parenthèse, mais l'ouverture d'un bras de fer prolongé. Les enquêteurs et les analystes militaires commencent par dresser une carte synthétique de l'opération. Premier repère, la valeur totale des armes et équipements confisqués dépasse 700 millions de dollars, un montant qui équivaut au budget annuel de certains ministères burkinabés. Cette somme illustre la disproportion entre les moyens de ceux qui orchestraient le complot et les capacités d'un État encore fragile, tout en révélant la logique industrielle qui se cache derrière ce type d'entreprise. Deuxième repère, les 57 camions, chacun chargé en moyenne de 1200 fusils d'assaut, de caisses de grenades et de roquettes anti-chars. Selon les experts, cet ensemble suffirait à armer près de 40 000 combattants, soit l'équivalent d'une armée entière mobilisable contre les institutions du pays. Troisième repère, la provenance des armes. Les analyses médico-légales montrent que 68% des fusils proviennent d'anciens stocks libyens issus de la guerre civile, 22% de production récente dans des pays membres de l'OTAN, et le reste d'opérations de revente détournées par des intermédiaires privés. Cette répartition chiffrée raconte, à elle seule, la circulation chaotique des armes, entre conflits anciens, industrie contemporaine et zones grises de la finance mondiale. Quatrième repère, la logistique financière. Les transferts bancaires identifiés atteignent 1,3 milliard de dollars, répartis sur 41 comptes ouverts dans 7 juridictions différentes, de Dubaï au Luxembourg, en passant par la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni. Les flux ont été fragmentés en micro-tranches pour échapper au radar, ce qui confirme la participation de spécialistes aguerris. En assemblant ces chiffres, le pouvoir tente de montrer que l'affaire ne résume pas à un épisode spectaculaire, taillé pour les caméras, ou pour un comme on le retrouve dans certaines interviews d'Ibrahim Traoré calibré. Pour Ibrahim Traoré, la véritable bataille consiste à convaincre que ces données, vérifiées par des observateurs régionaux, décrivent une mécanique d'ingérence à l'échelle du Sahel. Dans ce cadre, l'affaire des 57 camions n'est plus une anomalie, mais un échantillon révélateur d'un projet
où les armes, l'argent et le récit médiatique avancent de concert. Face à cette avalanche de chiffres, deux lectures opposées se dessinent. D'un côté, les partisans d'Ibrahim Traoré voient dans la saisie la preuve éclatante d'une tentative de déstabilisation orchestrée depuis l'étranger, avec des relais locaux soigneusement recrutés. Pour eux, la cohérence des itinéraires, l'ampleur des stocks et les liens financiers internationaux rendent l'hypothèse d'un simple trafic presque impossible à défendre. De l'autre côté, certains diplomates occidentaux et analystes critiques avancent l'idée d'une exagération politique. Les volumes d'armes seraient gonflés, les responsabilités surévaluées, et le pouvoir utiliserait l'affaire pour renforcer sa légitimité et marginaliser l'opposition. La présidence choisit de répondre non par des slogans, mais par une démonstration matérielle. Des journalistes étrangers sont invités à inspecter les camions, les caisses, les marquages visibles sur les armes. Un rapport du Centre africain de sécurité régionale, co-signé par des observateurs du Niger et du Tchad, confirme l'ordre de grandeur des stocks saisis. Cette validation ne fait pas taire toutes les critiques, mais elle déplace le débat. Plutôt que de contester l'existence du complot, il devient plus difficile d'ignorer les failles structurelles qui ont permis à un tel convoi de s'approcher, si près des centres de pouvoir. C'est là que la position d'Ibrahim Traoré se précise. Reconnaître les vulnérabilités héritées, tout en affirmant que la souveraineté passe désormais par une maîtrise accrue des frontières, des flux financiers et du récit public relayé par comme on peut le lire, dans les actualités du Burkina Faso. Ils avaient déjà rédigé la liste du nouveau gouvernement. Cette phrase, lâchée par Ibrahim Traoré en conférence de presse, agit comme une déflagration silencieuse. Elle révèle qu'au-delà des armes, un cabinet fantôme complet attendait son heure, avec ministres, portefeuille et premières mesures, prêt à être annoncé, 48 heures après le chaos planifié. Ce détail fait passer l'affaire du registre sécuritaire au registre politique le plus cru. Il ne s'agissait pas seulement de saturer le territoire de fusils, mais de substituer un pouvoir à un autre, au nom d'une démocratie restaurée. En exposant ces documents saisis, le président transforme un convoi nocturne en preuve tangible d'une bataille pour la définition même de la légitimité. Pour la nation burkinabé, la conséquence immédiate a été la consolidation d'un sentiment d'appartenance. Dans les rues de Ouagadougou, des foules se rassemblent, brandissant le drapeau rouge, vert et or, scandant le nom d'Ibrahim Traoré comme celui d'un rempart, plus que d'un sauveur providentiel. Les écoles organisent des séances d'éducation civique. Les lieux de culte appellent à la vigilance morale. Le récit du 16 août devient rapidement une date fondatrice, un moment où le pays affirme que sa souveraineté ne se négocie plus. Pour les diplomates et les décideurs régionaux, le choc est géopolitique. Plusieurs ambassades occidentales réduisent temporairement leur personnel, tandis que le Mali, le Niger et la Guinée publient un communiqué commun affirmant que toute attaque contre le Burkina Faso sera perçue comme une attaque contre l'Afrique. Cette solidarité redessine les alliances au Sahel, en renforçant la posture d'un bloc qui refuse les ingérences extérieures. Dans ce cadre, le nom d'Ibrahim Traoré est cité dans les capitales voisines comme celui d'un dirigeant qui a tracé une ligne de partage entre dépendance et autonomie. Pour les acteurs économiques, l'effet c'est plus ambigu. À court terme, les investissements étrangers sont suspendus, les projets miniers ralentis, les bailleurs adoptent une attitude d'attente. Pourtant, un paradoxe s'installe. La confiance intérieure augmente. Les banques locales enregistrent une hausse notable des dépôts, signe qu'une partie de la population préfère renforcer les institutions nationales plutôt que se tourner vers des partenaires extérieurs jugés fluctuants. Certains commentateurs parlent d'un « franc de la dignité » pour désigner ce mouvement de repli patriotique qui, s'il comporte des risques, traduit aussi une volonté de contrôle accru. Pour la communauté internationale au sens large, enfin, l'affaire joue le rôle de miroir. Des gouvernements dénoncent
procès politique et s'alarment des conséquences pour la stabilité régionale. D'autres, comme la Russie, la Chine ou la Turquie, affichent leur soutien à Ouagadougou. Entre ces pôles, les opinions publiques cherchent des repères, souvent via des recherches du type comme on le lit souvent dans les recherches consacrées à Ibrahim Traoré et au Burkina Faso, ou comme on le retrouve dans certaines interviews d'Ibrahim Traoré pour comprendre quel récit croire. Au centre de ce brouhaha diplomatique, le Burkina Faso tente de faire entendre une voix simple, demander du respect sans rompre avec le monde, mais en refusant de redevenir un simple pion. Les analystes du gouvernement présentent à la présidence 3 trajectoires possibles pour les 12 mois à venir. Dans le scénario de base, le Burkina Faso consolide ses alliances régionales avec le Mali et le Niger, tout en subissant des sanctions partielles de la part de partenaires inquiétés par sa ligne politique. La croissance intérieure se maintient autour de 2,1%, portée par l'agriculture et des efforts d'autoproduction énergétique. La sécurité reste tendue, mais globalement contrôlée. Le pays apprend à vivre dans un état de vigilance permanente, sans tomber dans l'état d'urgence infini. Dans le scénario optimiste, la coopération militaire sahélienne se traduit par une force commune pleinement opérationnelle, capable de réduire significativement la menace des groupes armés. Les capitaux reviennent progressivement, les projets miniers gelés sont relancés, la croissance pourrait atteindre 4,5%. Ibrahim Traoré cherche alors à transformer la victoire sécuritaire en dividende civique, en misant sur l'éducation, l'infrastructure rurale et une meilleure inclusion des jeunes. Ce chemin suppose une coordination fine et une diplomatie active, mais il montre que la crise actuelle peut devenir un point de bascule positif. Le scénario critique, lui, imagine une intensification des pressions extérieures, embargo plus dur, campagne de désinformation, sabotage économique. Les coûts d'importation bondiraient, les revenus de l'or chuteraient. La dette publique deviendrait difficilement soutenable. Pour éviter ce piège, les experts recommandent de renforcer la transparence financière, de numériser les procédures douanières et d'ouvrir des canaux de dialogue direct avec des pays non alignés. L'enjeu, résume Ibrahim Traoré, est d'apprendre à planifier comme si tout dépendait de nous et agir comme si rien n'était impossible. Autrement dit, transformer la résistance en méthode, pas seulement en réflexe. Dans les quartiers villes populaires de Ouagadougou comme dans les villages reculés du Sahel, l'affaire des 57 camions est rapidement devenue une histoire que l'on se raconte presque comme une légende contemporaine. Des chauffeurs de taxi expliquent qu'ils circulent avec un peu moins de peur. Des institutrices disent que leurs élèves déclarent vouloir devenir soldats, ingénieurs de défense ou analystes pour protéger un pays qu'ils sentent plus vulnérable qu'on ne le disait. Cette transformation de la peur en projet, même fragile, touche directement les familles, les commerces, les communautés religieuses. Pour ceux qui observent l'actualité via, comme on peut le lire dans les actualités du Burkina Faso à distance, le dossier agit comme une invitation à repenser la façon de consommer l'information sur le Sahel. L'histoire du convoi de Moussa Kaboré et d'Ibrahim Traoré montre qu'il ne suffit plus de compter les attaques et les coups d'État. Il faut comprendre les réseaux, les financements, les récits concurrents, les gers d'associations, les étudiants, les journalistes indépendants peuvent y voir un appel à suivre de plus près les dynamiques régionales, à croiser les sources plutôt qu'à choisir un camp par réflexe. En arrière-plan, une idée s'installe. La souveraineté n'est pas un mot réservé aux gouvernants. C'est aussi une pratique quotidienne pour ceux qui décident quelles histoires méritent d'être entendues et transmises. Au lendemain de la crise, un plan d'action en plusieurs étapes est présenté publiquement, sous l'autorité directe d'Ibrahim Traoré. Première étape, l'assainissement des frontières, avec la création de zones de contrôle mixtes combinant forces militaires et équipes civiles spécialisées dans la logistique et la traçabilité. L'objectif annoncé est de réduire d'au moins 60% le trafic non déclaré en un an. Deuxième étape,
La refonte du renseignement intérieur, à travers un centre d'analyse des menaces hybride chargé de croiser les données de la police, de l'armée et des douanes afin de détecter plus tôt les signaux faibles. Troisième étape, la reconversion symbolique et matérielle d'une partie des armes saisies. Le projet prévoit de fondre certains stocks pour financer la construction de 100 écoles, 50 dispensaires et 1000 km de canaux d'irrigation. Transformer les outils de mort en outils de vie devient le mot d'ordre répété par le président, repris dans les médias africains comme une formule qui dépasse le cas burkinabé. Quatrième étape. Une diplomatie de reconstruction tournée vers les pays africains non alignés, destinée à bâtir un réseau de solidarité économique et sécuritaire, moins dépendant des grandes puissances. Cinquième étape. Une réforme morale, via des campagnes d'éducation civique renforcées dans les écoles, pour faire de la vigilance et de l'intégrité des réflexes patriotiques. En articulant ces mesures, le pouvoir tente de montrer que l'affaire des 57 camions n'est pas seulement une victoire défensive, mais le point de départ d'un modèle de résilience dont Ibrahim Traoré se veut le garant visible. Le 17 août au soir, la place de l'Indépendance se transforme en scène de théâtre à ciel ouvert. Devant une foule dense, un grand chaudron de fonte est installé et le premier fusil d'assaut saisi est jeté dans le feu sous les yeux d'Ibrahim Traoré. Le silence qui accompagne la fusion du métal contraste avec le vacarme des jours précédents. Quand le moule s'ouvre sur une cloche d'école, les applaudissements éclatent, comme si le pays assistait à la matérialisation d'une promesse. Ne plus subir l'histoire uniquement comme victime. Chaque matin, quand nos enfants entendront cette cloche, ils entendront le son de la paix, déclare le président, reprenant une phrase qui restera associée à son nom. Cette image, des armes transformées en cloche, devient le motif central du récit, celui qui relie le capitaine Caboret sur la route nocturne, les analystes manipulant des tableaux de chiffres, les manifestants brandissant des banderoles, les élèves rêvant d'un avenir différent pour ceux qui suivent ces événements. À travers un écran, via, comme on le lit souvent dans les recherches consacrées à Ibrahim Traoré et au Burkina Faso ou d'autres mots-clés, cette cloche rappelle que la souveraineté n'est pas un slogan abstrait, mais un travail patient, parfois fragile, qui passe par des gestes concrets. Une phrase s'impose alors. Un peuple qui choisit ce qu'il fait de ses armes, choisit aussi ce qu'il fait de sa peur. Lorsque le tumulte médiatique retombe, il reste des questions plus calmes, mais tout aussi décisives. Que fera le Burkina Faso de ce moment où il a vu de près comment se prépare une guerre avant même le premier tir? Comment les voisins du Sahel utiliseront-ils ces révélations pour renforcer leur propre sécurité sans s'enfermer dans les alliances de circonstances? Et ceux qui observent de loin, en cherchant comme on le retrouve dans certaines interviews d'Ibrahim Traoré ou les dernières, comme on peut le lire dans les actualités du Burkina Faso, accepteront-ils de regarder au-delà des titres pour comprendre les dynamiques souterraines? Ce récit n'offre pas de conclusion définitive, parce que la bataille des idées et des récits ne fait que commencer. Il invite plutôt à une attitude, discuter, vérifier, confronter les versions, refuser les simplifications commodes. Dans un contexte où les armes circulent plus vite que les explications, chaque spectateur, chaque lecteur, peut choisir d'être un peu plus qu'un consommateur passif d'images. La question qui reste ouverte est simple mais exigeante. Que fait-on, individuellement et collectivement, de ce que l'affaire des 57 camions révèle sur le pouvoir, la peur et la souveraineté au Sahel,